Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, en route pour les demi. La Roca Team s'est qualifiée hier en battant Podgorica en Eurocup. Une victoire collective et historique. Nous y reviendrons avec l'un des joueurs majeurs de l'AS Monaco Basket, Wilfried Yeguete. Un an après la crise, comment les entreprises, les entités monégasques se sont adaptées? Quels enseignements ont-elles tiré de ces 12 mois écoulés? Ce soir, nous nous sommes intéressés à la compagnie des autobus de Monaco. Roland de Rechniewski sera notre invité. Mais avant cela, la France a annoncé hier de nouvelles restrictions sur son territoire pour faire face à l'épidémie de coronavirus. À Monaco, les mesures arriveront à leur terme demain. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. Mais tout d'abord, faisons un point avec vous, Frédéric Elion, sur les dernières annonces du chef de l'État français. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Émilie. Le président français Emmanuel Macron a détaillé plusieurs points importants lors de son allocution hier soir, avec notamment l'élargissement à toute la France des mesures de restriction déjà en cours dans 19 départements. Les règles en vigueur dans ces départements en vigilance renforcée seront étendues dès samedi soir à toute la France métropolitaine, et ce pour 4 semaines. Les Français pourront sortir sans attestation dans un rayon de 10 km. Les déplacements interrégionaux sont interdits, sauf sur présentation d'une attestation, avec justification d'un motif valable. Autre mesure importante, les crèches, écoles, collèges et lycées seront fermés à partir de vendredi soir et pour une durée allant de 3 à 4 semaines. À partir du 12 avril, la France entière sera en vacances, toutes zones confondues. La rentrée scolaire aura lieu le 26 avril. La vaccination sera élargie aux plus de 60 ans le 16 avril et aux plus de 50 ans le 15 mai. Merci Frédéric. Retour à présent sur cette qualification historique de la Roca Team pour les demi-finales de l'Eurocup. Les hommes de Mitrovic ont dominé Podgorica 90 à 87. Le résumé de cette rencontre haletante est signé Frédéric Elion. La Roca Team l'a fait pour la première fois de son histoire. Monaco se qualifie pour les demi-finales d'Eurocup au terme d'un match 3 au scénario irrespirable une fois de plus. Porté par un Mathias Le Sort en mode MVP avec 23 points et 7 rebonds, dont 6 offensifs, les Rouges et Blancs ont remporté la bataille sous le cercle, 46 rebonds à 25. Preuve de l'envie et de la détermination de ce groupe qui ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'objectif ultime étant la qualification en Euroleague, très probablement décernée aux 2 finalistes de l'Eurocup. Comme lors du match 2, il n'y a quasiment jamais plus de 2 possessions au tableau d'affichage, plus 1 Podgorica à la fin du premier quart-temps, plus 2 Monaco à la mi-temps. Les 2 équipes se répondent coup pour coup, possession après possession. Le combat est farouche à l'image de Marcos Knight qui vient glaner 12 rebonds en plus de ses 12 points. Côté Podgorica, les 2 principales armes offensives sont au rendez-vous, 17 points pour Cobbs, 16 pour Reed. À 4 minutes 40 du buzzer final, le suspense est total, 78 partout sur cette action en transition de Dibost. Par 2 fois, Monaco va prendre 4 points d'avance dans le Money Time, sur ce drive avec la faute de Mathias Le Sort, puis sur ce rebond offensif de JJ O'Brien à 43 secondes du terme du match. Sur ce 3 points dans le corner, Nikolic redonne un espoir de qualification au Monténégrin, mais O'Brien plie l'affaire sur la ligne des lancers. Nikolic est court sur son dernier tir. La Roca Team, héroïque, est en demi-finale d'Eurocup. Amazing, really. Amazing, especially after the series like we play like against Budućnost, from Podgorica, from my hometown, for the team when I start to be like professional player and etc. Amazing, lot of emotion. I just want to how it's pity we play without our fun in the empty gym. You can imagine tonight if we have all our fun around and supporting us. I think it will be a really amazing holiday tonight. C'est dur de mettre les mots sur toutes les émotions qu'on a à l'heure actuelle. C'est dommage. Le seul regret qu'on a, c'est de ne pas avoir les fans avec nous à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est difficile de mettre des mots, mais c'est pas encore fini. On est, comme on l'a dit, ce soir on célèbre, mais demain matin on retourne au travail parce qu'il y a déjà le match ce week-end et le match le plus important la semaine d'après. En demi-finale, Monaco affrontera Gran Canaria avec un match 1 programmé mardi prochain à 19h à la salle Gaston Médecin.
La Roca Team donc dans le dernier carré de l'Eurocup. Pour faire un peu plus durer le plaisir de cette qualification historique, nous sommes avec l'un des piliers de l'AS Monaco Basket. Bonsoir Wilfried Higuete. Bonsoir. Vous êtes allé chercher cette qualification et avec la manière. Hein. Oui, c'était un match solide. Je pense qu'on a fait un match correct collectivement. On s'est battu jusqu'à la fin. C'est une très bonne équipe qu'on a joué. Et je pense qu'on a fait le maximum pour essayer de remporter ce soir et ça a passé pour nous. Et je pense que c'est vraiment une grande victoire pour nous et pour le club aussi. Aller jusqu'à la belle pour se qualifier, j'imagine que cela a une saveur particulière. Oui, parce qu'on était dos au mur. La semaine dernière, on était dos au mur, on a perdu à domicile. Donc on savait qu'il fallait qu'on gagne là-bas pour avoir un troisième match ici. Et on a continué à se battre, on a fait un gros match là-bas. On a réussi à gagner. Je pense qu'on n'a pas fait le match parfait. On a pu être un peu mieux défensivement, mais voilà, c'était une très bonne équipe aussi qui est là-bas en face. Et on est restés soudés, on est restés ensemble, on a tous collectivement fait un gros match. Oui, c'est ça qui fait la différence, le collectif. Le collectif, oui, je pense que Mathias a fait un gros match. Marcos aussi, Di il était bon, Rudy aussi qui a mis des gros shoots. JJ à la fin qui met ça dans ses francs. Je pense que collectivement, on était bon. Il y a Abdo aussi qui a bien défendu. Et Damien aussi a fait un match. Je pense qu'on a tous réussi à apporter. Et ça nous a vraiment fait du bien sur le long terme, surtout sur le match, parce que je pense qu'à la fin, ils ont été aussi un peu fatigués. Et je pense que c'était à notre avantage. Will, vous marquez aussi l'histoire du club en accédant aux demi-finales de l'Eurocup. Oui, c'est une première, c'est une bonne chose. Mais bon, on sait que voilà, le chemin n'est pas encore fini. Je pense qu'on a vraiment une équipe pour aller jusqu'au moins en finale, jusqu'au bout. Et je pense qu'on va essayer de se regrouper demain et commencer aussi à se préparer pour la semaine prochaine tout en passant par le match de ce week-end contre Orléans. Justement, est-ce que vous voyez gagner l'Eurocup cette saison? Est-ce que vous avez tous les ingrédients pour remporter enfin ce trophée? Je pense que oui. Je pense qu'on a une équipe qui est soudée. On a des très bons joueurs. Et on joue aussi ensemble, on a une équipe qui peut être très bonne défensivement aussi. Je pense que quand on arrive à bien défendre, on peut vraiment être la meilleure défense de l'Eurocup. Et moi, je pense qu'on a nos chances. Après, ce sera aussi de voir comment on va jouer en demi contre une bonne équipe de Grande Canaria. On a l'avantage de jouer à domicile le premier match, donc j'espère qu'on arrivera à bien commencer et à gagner la victoire à domicile, pas comme on l'a fait contre Budućnost. Et comme vous l'avez justement dit, il va falloir vite apprécier cette victoire et se mobiliser pour le prochain match en JP Elite. Oui, on sait que c'était pas facile, surtout qu'on la semaine dernière on était dos au mur, donc on va s'évaluer. Mais voilà, on sait que demain il va falloir qu'on se focus sur le match de ce week-end contre Orléans parce qu'on a perdu un match aussi lundi contre Cholet, donc on arrive à un moment clé de la saison. Il faut qu'on arrive à continuer à gagner nos matchs pour rester premier de la JP Elite. Eh bien merci Will d'avoir été avec nous ce soir et félicitations. De rien. Et comme nous l'avons précisé tout à l'heure, Monaco affrontera Grande Canaria en demi-finale mardi prochain à Gaston Médecin. Un mot à présent sur la nouvelle édition du Coup de cœur des jeunes mélomanes. Il s'agit d'une collaboration entre l'Académie de musique, la Direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et la Fondation Prince-Pierre de Monaco. Elle a pour but de mettre en valeur la création musicale auprès du jeune public. Plus de détails avec Vanessa Dessy, Lionel Bernardi et Orazio Gagino. C'est en 2011 que le coup de cœur des jeunes mélomanes voit le jour. Doté d'un prix de 6 000 €, il récompense chaque année une œuvre musicale récente. Sur la proposition d'une liste présentée par le conseil musical, l'œuvre coup de cœur est sélectionnée par les élèves de l'Académie de musique Régnier 3, l'idée étant de faire une immersion totale au sein de la musique contemporaine. On travaille l'oreille. Donc on a fait une première opération sur laquelle ils ont eu une culture, sur laquelle ils ont pu entendre des tas de musiques différentes. On leur a expliqué quel était le chemin musical pour arriver jusqu'à la musique contemporaine. Soucieuse d'associer un jeune public à ses prix, la Fondation Prince-Pierre poursuit son action en faveur de la création musicale. L'objectif est double. Il est d'abord de, mettre en avant le travail des compositeurs contemporains, et de permettre aux jeunes gens, aux jeunes filles de la principauté qui s'intéressent à la musique, d'entrer dans ce processus de création. Donc si vous voulez, c'est bénéfice pour le compositeur, bénéfice pour les enfants. Cette initiative permet donc d'éveiller la curiosité de ces jeunes musiciens et de renforcer leur soif de découverte. J'ai trouvé que toutes les pièces étaient un peu mélangées, mais derrière on distinguait vraiment chaque partie. Moi ça me fait penser à un peu une attaque dans la jungle. On pouvait s'imaginer à peu près des scènes dans nos têtes. Parfois ça se calmait et d'un coup ça remontait alors qu'on avait l'impression que c'était déjà fini. Souvent on n'a pas l'habitude de les entendre, de les travailler à l'académie parce que
C'est pas de la musique classique comme on a l'habitude de faire. C'était très original et même des fois surprenant parce qu'on ne s'attendait pas à certains sons. J'aimais bien le fait qu'on ressentait toutes les vibrations avec les mégaphones et du coup on ressentait tout de suite la tension à l'intérieur et ça... Le cœur a laissé parler le vote. Le coup de cœur des jeunes mélomanes sera annoncé lors de la cérémonie de remise des prix de la Fondation Prince-Pierre le mardi 12 octobre à l'Opéra Garnier. Vous les empruntez souvent pour vous rendre au travail ou à l'école ou pour vos déplacements personnels. Les transports publics sont largement plébiscités en principauté. Depuis le début de la crise, la compagnie des autobus de Monaco a su adapter ses services pour être en adéquation avec les mesures sanitaires. Nous avons voulu en parler d'ailleurs avec son directeur ce soir. Bonsoir Roland de Rechnevsky. Bonsoir. Comment la CAM a-t-elle traversé la crise ? C'est vrai que ça a été un bouleversement considérable dans notre organisation et ce que je ressens de cette période, c'est la faculté qu'ont les personnels de trouver des solutions, je dirais, système D, rapidement, avec plus ou moins d'efficacité, mais in fine, avec une bienveillance généralisée. Ça, c'est plutôt ça que j'ai envie de mettre en valeur à l'issue de ces 12 mois maintenant de Covid. C'est voilà, tout le monde dans le même sens, tout le monde avec la même volonté et petit à petit on progresse. Oui, vous venez de le dire, rapidement vous avez su mettre en place un dispositif pour garantir une sécurité sanitaire aux passagers et puis vous êtes adapté aussi par rapport au couvre-feu. Hein. Alors, on a eu... la première phase, ça a été de comprendre. Et je crois que ça a été le cas de tout le monde, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire et comment est-ce qu'on va l'adapter à notre structure. Assez rapidement, la première chose, ça a été d'informer nos salariés pour qu'ils ne se mettent pas en danger. Donc ça a été quelles sont les mesures barrières que l'on préconisait à l'époque. Et on a essayé de les sensibiliser pour qu'ils vraiment prennent conscience que c'était des mesures importantes. D'abord en termes d'exemplarité et aussi pour se protéger soi-même. Donc ça a été la première étape. Ensuite, on a fait un peu le point des ressources. Qu'est-ce que nous avions sur étagère, je dirais, pour lutter contre ce fléau. Et c'est vrai que sur étagère, on n'avait pas de Superman anti-Covid. Ça, c'est sûr que ça n'existait pas. Et il a fallu user de bon sens. Alors, le premier bon sens, ça a été le bon sens de la ménagère, où je me souviens d'avoir acheté une quantité incroyable d'alcool ménager pour désinfecter les bus. Ça a été donc une des premières mesures qui a été mise en place, qui bien sûr a été relayée ensuite par quelque chose de mieux organisé ou avec des produits que l'on a pu assez rapidement se fournir. La mise en place de gel hydroalcoolique dans les véhicules, des protections, l'isolation du poste de conduite dans un premier temps avec une chaîne, puis ensuite avec des dispositifs qui étaient assez, je dirais, spartiates, des dispositifs qui étaient faits avec du film étirable pour pouvoir garantir les sorties de secours. Alors tout le monde a apporté sa touche, sa patte, et petit à petit, on a rendu les choses de plus en plus efficaces et professionnelles, limiter les échanges aussi, parce que les échanges de monnaie, donc, puisque nos conducteurs reçoivent beaucoup de clients et sont susceptibles de toucher beaucoup de monnaie. Et puis la mise en place après de protections définitives, bien pensées, bien étudiées, qui ont permis de rouvrir l'accès par l'avant des bus et ainsi avoir une circulation plus fluide à l'intérieur des véhicules. On a pu le constater en France, par exemple, nombreux sont ceux qui se sont tournés vers une mobilité douce après le confinement, comme s'il y avait une prise de conscience éco-citoyenne. C'est le cas aussi en Principauté, avec les vélos en libre service, les monabikes. Alors, pendant le confinement, pour vous donner quelques chiffres, puisque c'est important, pendant le confinement, moins 90% de fréquentation. Le reste quand je dirais l'activité a repris, on est aux alentours de moins 30-35 à peu près. Le meilleur mois ayant été mois de septembre, moins 26. Mais voilà un petit peu quelle a été la fréquence dans les stations, dans les autobus. Par contre, sur les vélos électriques, globalement, on est à moins 20. Moins 21 pour être précis, ce qui veut dire que le vélo électrique, lui, il a beaucoup mieux résisté. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, et on voit la reprise en ce moment, on voit une reprise de la fréquentation de monabike, puisque nous étions en dessous des 1000, aux alentours de 800 dans la période janvier-février, et là on vient de passer, on est à 1300 à peu près utilisations par jour, ce qui nous fait revenir à une situation qui se rapproche de ce que l'on avait d'avant confinement en fait, pour être... Voilà, donc je pense que de plus,
l'ajout de nouvelles stations rend l'accès à cette mobilité douce, je dirais, beaucoup plus facile. Et donc les gens, naturellement, se tournent vers la bicyclette. C'est rapide, c'est sympathique. Et puis bon, je pense ça ne doit pas trop mal marcher, sans ça ils ne le prendraient pas. Et plus que jamais, un accent est mis justement sur cette mobilité douce en principauté. La CAM a d'ailleurs entamé sa transition depuis plusieurs années déjà avec la mise en circulation de bus hybrides et puis les tests des bus électriques. On est en train de finaliser, je dirais, l'analyse de ce qui existe sur le marché et qui pourrait correspondre aux besoins exacts de la principauté, tant en manœuvrabilité, en confort, qu'en autonomie aussi et mode de recharge. Tout ça, ce sont des options qui sont à l'étude avec la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité pour trouver la solution ad hoc et applicable dans des délais courts. Eh bien, merci beaucoup Roland Derechniewski d'avoir fait le point avec nous sur cette année écoulée et d'avoir eu votre vision depuis la compagnie des autobus de Monaco. Merci. Merci beaucoup. On retrouve Frédéric Elion pour un nouveau point sur l'actualité. L'OHI et la CIESM renouvellent leur coopération. La semaine dernière, l'Organisation hydrographique internationale et la Commission internationale pour l'exploration scientifique de la mer Méditerranée ont renouvelé leur accord de coopération scientifique pour les 4 prochaines années. Une coopération qui se concentrera sur plusieurs axes, notamment le renforcement des synergies scientifiques et techniques dans leur activité de recherche et de surveillance des eaux marines, avec la cartographie à haute résolution des fonds marins ou encore la surveillance des changements dans l'environnement marin. Ces 2 organisations intergouvernementales dédiées aux sciences marines sont basées à Monaco. On passe au basket et à la nouvelle participation de Monaco à la United League Europe 3-3. Effectivement, Émilie, les 4 représentants de l'AS Monaco Basket 3-3, Anthony Christophe, Thomas Laurent, Kevin Corr et Rémi Dibaud, étaient à Saint-Pétersbourg pour la 2e étape de la United League Europe 3-3. Opposés à 2 équipes russes, les Monégasques s'inclinent 21-15 face à Gagarine, l'un des favoris de la compétition, et 21-20 face à Inanomo, une défaite rageante, synonyme d'élimination. Et puis un mot sur les prévisions météo. Quelle est la tendance pour vendredi, Frédéric ? Encore une belle journée, Émilie, du soleil toute la journée, quelques nuages, mais qui ne s'éterniseront pas dans le ciel. Côté température, il fera 12 degrés le matin et 19 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h09 pour se coucher à 19h58. Vendredi 2 avril, nous fêterons les Sandrines. Et cela sera également le vendredi saint. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte avec les superbes images de la qualification de la Roca Team pour les demi-finales de l'Eurocup. Photo signée Manuel Vitali. À demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.